INA Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 36e épisode, le châtiment. Après la mort de Valentine de Villefort, Maximilien Morel s'en va vivre chez Monte Cristo, qui lui demande de croire à un possible miracle. À la veille d'une banqueroute frauduleuse, Danglars prend la fuite et sa femme, rejetée par Debray, son amant, se retrouve seule. Dans sa prison, Benedetto reçoit la visite de Bertuccio, son père adoptif, qui lui révèle le nom de son vrai père. Et tandis que Mercédès quitte Paris pour Marseille et que son fils Albert s'engage dans l'armée, Villefort accuse sa femme de meurtre et lui donne à choisir entre le suicide et l'échafaud. À midi, ce même jour, 10 août 1838, s'ouvre aux assises le procès de Benedetto, alias Andrea Cavalcanti, assassin de Caderousse. Messieurs, la cour. Gendarmes, faites entrer l'accusé. Vous avez vu, monsieur de Villefort, un visage de marbre. Accusé, vos noms et prénoms. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je vois que vous allez prendre un ordre de questions dans lequel je ne puis vous suivre. J'ai la prétention de n'être pas un accusé ordinaire. Veuillez donc, je vous prie, me permettre de répondre en suivant un ordre différent. Je ne répondrai pas moins à toutes vos questions. Silence! Silence dans la salle. Votre âge. Répondrez-vous à cette question? Oui. J'ai 22 ans, monsieur le président. Ou plutôt, je les aurai bientôt étant né dans la nuit du 27 au 28 septembre 1816. Où êtes-vous né? À Auteuil. Il est livide, notre procureur. Votre profession? D'abord, j'étais faussaire. Ensuite, je suis passé voleur. Et tout récemment, je me suis fait assassin. Silence! 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 Ma parole de Villefort se sent mal. Cherchez-vous quelque chose, monsieur le procureur? Taisez-vous! C'est moi qui pose la question. Accusé, consentez-vous à présent à dire votre nom? L'affectation brutale que vous avez mise à énumérer vos différents crimes, que vous qualifiez de profession, l'espèce de point d'honneur que vous y attachez, ce dont la Cour vous blâme sévèrement, voilà peut-être la raison qui vous a fait tarder à vous nommer. Vous voulez faire ressortir ce nom par des titres qui le précèdent. Monsieur le président, vous avez lu dans ma pensée. Eh bien, votre nom! Je ne le sais pas. Hein? Mais je sais le nom de mon père. Je vous écoute. Mon père
est procureur du roi. Comment procureur du roi? Oui. Et il se nomme Gérard de Villefort. Enfin, vous jouez de la justice. Madame Danglars semble se trouver mal. Oui, et Villefort ne vaut guère mieux. À Dieu ne plaise que je cherche à insulter la cour et à causer un scandale inutile. On me demande mon âge, je réponds. On me demande où je suis né, je le dis. On me demande mon nom, je ne puis le dire puisque mes parents m'ont abandonné. Mais je puis dire le nom de mon père. Il se nomme Monsieur de Villefort et je suis prêt à le prouver. Silence! Enfin, vous avez déclaré à l'instruction vous nommer Benedetto. Vous avez dit être orphelin. Et vous vous êtes donné la Corse pour patrie. Je ne voulais pas que l'on affaiblît ou que l'on arrêtât le retentissement que je voulais donner à mes paroles. Maintenant, je vous répète que je suis né à Auteuil dans la nuit du 27 au 28 septembre 1816 et que je suis le fils de monsieur le procureur du roi de Villefort. Voulez-vous des détails? Je naquis au premier étage de la maison qui porte le numéro 28 de la rue de la Fontaine, dans une chambre tendue de damas rouge. Mon père me prit dans ses bras en disant à ma mère que j'étais mort, m'enveloppa dans une serviette marquée d'un H et d'un N et m'emporta dans le jardin, où il m'enterra vivant. Mais enfin, comment savez-vous tous ces détails? Dans le jardin, où mon père venait de m'ensevelir, s'était introduit un homme qui le guettait depuis longtemps pour accomplir sur lui une vengeance corse. L'homme vit mon père enfermé à un dépôt dans la terre. Il le frappa d'un coup de couteau et, croyant qu'il s'agissait de quelque trésor, ouvrit la fosse et me trouva, vivant encore. Il me porta aux enfants trouvés. 3 mois plus tard, sa sœur fit le voyage de Rogliano à Paris et vint me réclamer comme son fils. Et voilà comment, quoique né à Auteuil, je fus élevé en Corse. Continuez. J'aurais pu être heureux chez ces braves gens qui m'adoraient. Mais mon naturel pervers l'emporta. Je grandis dans le mal et je suis arrivé au crime. Un jour que je maudissais Dieu de m'avoir donné une si hideuse destinée, mon père adoptif me dit « Ne blasphème pas. Dieu t'a donné le jour sans colère. Le crime vient de ton père qui t'a voué à l'enfer si tu mourais, à la misère si un miracle te rendait au jour. Dès lors, j'ai maudit mon père. Et voilà pourquoi j'ai causé le scandale dont frémit encore cette assemblée. Si c'est un crime de plus, punissez-moi. Mais si je vous ai convaincu que dès le jour de ma naissance, ma destinée était fatale, plaignez-moi. Mais votre mère... Ma mère me croyait mort. Elle n'est pas coupable. Je n'ai jamais voulu connaître son nom. Enfin, que se passe-t-il encore? Une femme qui a perdu connaissance. Eh bien, qu'on l'emporte. Ce gendarme. Accusé. Accusé, avez-vous des preuves de ce que vous dites? Des preuves? Regardez donc, monsieur de Villefort. On me demande des preuves, mon père. Voulez-vous que j'en donne? Non, c'est inutile. Comment cela, inutile? Tout ce que vient de dire ce jeune homme est vrai. Je me reconnais coupable.
Et je me tiens dès à présent chez moi à la disposition de monsieur le procureur du roi, mon successeur. La séance est levée. La cause remise à la prochaine session. L'affaire sera instruite de nouveau et confiée à un autre magistrat. Votre impression? Moi, j'aimerais mieux finir comme le comte de Morcerf. Un coup de pistolet paraît doux près d'une pareille catastrophe. Et pour l'accusé? Bon, il aura les circonstances atténuantes. Héloïse! Ouvrez, Héloïse! Qui est là? C'est moi! Ouvrez, Héloïse, je vous pardonne! Oh, digne femme d'un mari tel que moi! Mais ouvrez donc! Héloïse. C'est fait, monsieur. Non. Que voulez-vous de plus? Oh non. Non, pas ça. Non. Oh Dieu. Mon fils. Édouard. Édouard! Surtout qu'il ne voit pas. Bastien! Avez-vous vu mon fils? Madame a appelé monsieur Édouard il y a une demi-heure à peu près. Il est entré chez madame et n'est point ressorti depuis. Chez madame? Édouard! Édouard! Oh. Elle l'a tué. Mon petit. Une lettre. Vous savez, si j'étais bonne mère, puisque c'est pour mon fils que je me suis faite criminelle, une bonne mère ne part pas sans son fils. Le comte de Monte Cristo. Que venez-vous faire ici, monsieur? Je viens vous dire que vous m'avez assez payé votre dette. À partir de ce moment, je vais prier Dieu qu'il se contente de moi. Mais comte, Non, pas Monte Cristo. Cherche mieux, Villefort. Et plus loin. cette voix, où l'ai-je entendue pour la première fois? À Marseille, il y a 23 ans. Le jour de tes fiançailles avec René de Saint-Méran. Vous êtes cet ennemi caché, implacable, mortel. Mais que t'ai-je donc fait? Parle! Tu m'as condamné à une mort lente et hideuse. Tu as tué mon père. Tu m'as ôté l'amour avec la liberté. Qui es-tu donc? Je suis le spectre d'un malheureux que tu as enseveli dans les cachots du château d'If. Mais je te reconnais. Tu es... Edmond Dantès.
Edmond Dantès. Alors tiens, regarde. Regarde. 2 cadavres. Une femme et un enfant. Es-tu assez vengé, dis? Es-tu assez vengé? Ah, c'est fini. Dieu m'abandonne. Mais j'ai un autre fils. Oui, un autre. Je veux le retrouver. Une bêche. Qu'on me donne une bêche. Je vais creuser. Je vous dis que je le retrouverai. Monsieur, vous avez perdu un fils. Mais une bêche. Il est là, sous la terre. Je le retrouverai. Il vit. Devrais-je creuser jusqu'au jour du jugement dernier? Fou. Oh, c'est assez. Assez. Sauvons le dernier. S'il est encore temps. Apprêtez-vous, Maximilien. Allez dire au revoir à votre sœur et à son mari. Nous quittons Paris tout à l'heure. Vous n'avez donc plus rien à y faire? Non. Et Dieu veuille que je n'y ai pas trop fait. Tiens, une visite. Qui cela peut-il être? Oh, c'est vous, monsieur le comte? Oui. Je viens vous chercher, Maximilien. Je suis prêt. Et où allez-vous, tous les deux? À Marseille. J'y emmène votre frère. Alors rendez-nous le guéri, s'il vous plaît. Je vous le promets. Adieu, Julie. Adieu. Adieu, Emmanuel. Adieu. Avant que vous partiez, monsieur le comte, permettez-moi de vous dire tout ce que l'autre jour, nous n'avons pu vous exprimer. Madame, tout ce que vous me diriez ne vaudra jamais ce que je lis dans vos yeux, ce que votre cœur a pensé, ce que le mien a ressenti. Votre main. Rendez la joie à mon frère. Vous fiez-vous toujours à Simbad le marin? Oh oui. Dans ce cas, endormez-vous dans la paix et dans la confiance du Seigneur. Venez, Maximilien. Montez, Morel. Ali? Ali, as-tu été chez le vieux noirtier? Tu lui as mis la lettre sous les yeux comme je te l'avais ordonné? Et qu'a-t-il dit? Enfin, plutôt, qu'a-t-il fait? Bien. Il accepte donc. Parfait. Partons maintenant. Vous repentiriez-vous de m'avoir suivi? Non, comte. Mais quitter Paris. Si j'avais cru que le bonheur vous attendit à Paris, je vous y eusse laissé. C'est à Paris que Valentine repose. Et quitter Paris, c'est la perdre une seconde fois. Maximilien, les amis que nous avons perdus ne reposent pas dans la terre. Ils sont ensevelis dans notre cœur. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que nous en fussions toujours accompagnés. Moi, j'ai 2 amis qui m'accompagnent toujours ainsi. L'un est celui qui m'a donné la vie. L'autre est celui qui m'a donné l'intelligence. Consultez la voix de votre cœur et demandez-lui si vous devez continuer
à me faire ce méchant visage. Mon ami, la voix de mon cœur est bien triste et ne me promet que des malheurs. Et le 15 août 1838, à Marseille, oh, que de souvenirs j'ai laissés ici. Tenez, voici l'endroit où s'arrêta mon père quand le pharaon entra dans le port. Vous veniez de lui sauver l'honneur et la vie. Oui. Et moi, j'étais là, à l'angle de cette rue. Oh. Mais je ne me trompe pas. Ce jeune homme en uniforme là-bas qui salue avec son chapeau sur ce navire en partance, c'est Albert de Morcerf? Oui, c'est lui. Alors cette femme voilée qui lui fait signe de la main? C'est sa mère. Cher ami, n'avez-vous point quelque chose à faire dans ce pays? J'ai à pleurer sur la tombe de mon père. C'est bien. Allez, et attendez-moi là-bas. Je vous y rejoindrai. Vous me quittez? Oui. Moi aussi, j'ai une pieuse visite à faire. Aux allées de Meillan. Ah, voilà le navire de notre ami Morcerf qui s'en va. Je ne vois plus sa mère. Elle vient de partir. À tout à l'heure, Morel. Madame, il n'est plus en mon pouvoir de vous apporter le bonheur, mais je vous offre la consolation. Daignerez-vous l'accepter comme vous venant d'un ami? Je suis en effet bien malheureuse, seule au monde. Je n'avais qu'un fils, et il m'a quittée. Il a bien fait, madame. Et c'est un noble cœur. Laissez-le reconstituer votre avenir à tous deux. J'ose vous promettre qu'il est en de sûres mains. Vous avez bien fait de me permettre de me rapprocher de l'endroit où j'ai été si heureuse. C'est là où l'on a été heureux que l'on doit mourir. Ah, tant de choses se sont brisées en moi et autour de moi que je me sens près de la fin. Hélas. Madame, toutes vos paroles tombent amères et brûlantes sur mon cœur. C'est moi qui ai causé tous vos maux. Que ne me plaignez-vous? Au lieu de m'accuser, vous me rendriez bien plus malheureux encore. Vous accusez, Edmond. Accusez l'homme qui a sauvé la vie de mon fils. Oh, regardez-moi. Et vous verrez s'il y a en moi l'apparence d'un reproche. C'est moi que j'accuse et que je hais. J'ai été lâche. J'ai renié mon amour. Et comme les renégats, je porte malheur à tout ce qui m'environne. Ah oui, vous croyant mort, j'aurais dû mourir. Non,
Mercedes, non. Reprenez meilleure opinion de vous-même. Vous êtes une noble et sainte femme. Et vous m'avez désarmé par votre douleur. Mais derrière moi, invisible, inconnu, irrité, il y avait Dieu, dont je n'étais que le mandataire, et qui n'a pas voulu retenir la foudre que j'avais lancée. Je le dis avec orgueil, Mercedes. Dieu avait besoin de moi. Et j'ai vécu, bien que ceux qui l'a puni m'eussent voué à la mort. Croyez, Edmond, que celle qui a pu seule vous reconnaître a pu seule aussi vous comprendre. Maintenant, dites-moi adieu et séparons-nous. Avant que je vous quitte, que désirez-vous, Mercedes? Je ne désire qu'une chose. Que mon fils soit heureux. Priez le Seigneur d'écarter la mort de lui. Moi, je me charge du reste. Merci. Mais vous? Moi? Je n'ai besoin de rien. Je vis entre deux tombes. L'une est celle d'Edmond Dantès, mort il y a si longtemps. Je l'aimais. L'autre est celle d'un homme qu'Edmond Dantès a tué. J'approuve le meurtre, mais je dois prier pour le mort. Votre fils sera heureux. Partez, Edmond. Partez. Maintenant. Edmond. Edmond. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui 36e épisode, Le Châtiment. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Gérard de Villefort, André Oumanski. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Mercedes, Martine Sarcey. Julie Morel, Marianne Épin. Lucien Debray, Gilles Guillot. Beauchamp, Philippe Mercier. Château Renaud, François Marié. La baronne Danglars, Claire Morier. Benedetto, Jean-Paul Tribou. Emmanuel Raymond, Luc Ponette. Le président, Jean-Jacques Steen. L'huissier, Guy Marly. Le valet, Bernard Alouf. Et les voix de René Breuil, Maryse de Goutin, Lisa Merrill, Frédéric Cantrel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.